Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, la course au parrainage est officiellement ouverte au Sénégal, une étape clé du processus électoral avant l'élection présidentielle prévue en 2024. Un dialogue national en 2024 et la mise en place d'une assemblée constituante. Les futures étapes de la transition gabonaise ont été annoncées ce mercredi par le Premier ministre de transition, Raymond Dongsima, qui était face à la presse. La lutte contre l'insécurité au nord du Cameroun, cette partie du pays est confrontée aux attaques récurrentes du groupe terroriste nigérian Boko Haram. Nous verrons dans ce journal les dernières réponses du gouvernement camerounais pour contrer la menace terroriste. Des attaques contre des postes de l'armée dans le nord et l'ouest du Mali depuis ce mercredi 27 septembre. C'est ce que rapporte l'armée malienne qui a indiqué que des djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda ont revendiqué la prise temporaire de l'un des postes. L'armée qui a par ailleurs assuré ce mercredi avoir déjoué des tentatives d'attaque, toujours dans la partie ouest du pays, faisant état de pertes parmi les assaillants, mais aucune autre précision n'a été apportée. Une attaque d'envergure contre les positions de l'armée à Acharan, dans la région de Tombouctou, aurait également été repoussée mercredi. Étape incontournable avant l'élection prévue en février 2024 au Sénégal. La campagne de collecte des parrainages est ouverte depuis ce mercredi au Sénégal. Elle va durer 2 mois, le temps pour les candidats d'obtenir l'appui d'au moins 0,6% du fichier électoral ou alors de recueillir assez de parrainages d'élus, soit 13 députés ou 120 maires et présidents de conseils départemental. Amenedji. La course au parrainage, officiellement lancée au Sénégal, annonce les couleurs de la présidentielle de février 2024. Ouverte mercredi 27 septembre, la campagne de parrainage est prévue durer 2 mois. Objectif, permettre aux 115 candidats officiellement déclarés d'acquérir le soutien d'au moins 0,6% du corps électoral contre 0,8% auparavant, ou bien recueillir le soutien de 13 députés et 120 maires de conseils départementaux. Selon les autorités, le système de parrainage devrait permettre de réduire via un tri les candidatures fantaisistes. Pour recueillir les 0,6% de l'électorat ou pour avoir le parrainage des maires, ça risquera d'être un peu compliqué. Surtout que l'on se rappelle qu'au début, avant le discours du 3 juillet du président Macky Sall, l'ensemble des maires avaient été déjà réunis. Donc, il semblerait que, quelque part, ce parrainage risque de poser beaucoup de difficultés en raison justement du caractère éminemment politique de ce parrainage. Dans l'actuel contexte sociopolitique, le parrainage est perçu comme défi pour la majorité sortante, fragilisée depuis 2 ans par des mouvements de contestation. Par ailleurs, la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar a présenté le 9 septembre 2023 l'actuel Premier ministre Amadou Ba comme candidat officiel. Du côté de l'opposition, le parti PASTEF d'Ousmane Sonko a été dissous le 31 juillet 2023, semant un doute sur sa participation à la présidentielle de 2024. Donc ce qui se profile à l'horizon au regard des derniers événements qui ont secoué le pays, ce n'est pas très facile à prévoir, mais tout ce qu'on peut dire est que il y a des risques de tension, en tout cas, des risques de tension politique, de tension sociale, puisque nous avons l'impression que cette campagne ouverte aujourd'hui, en fait la campagne pour le parrainage, risque d'aboutir à une certaine restriction de candidature. Donc, il y aura forcément des mécontentements et donc forcément un petit climat de tension. Certaines critiques ont été formulées à l'égard du système des parrainages, affirmant qu'il favorise les candidats déjà établis et limite la participation démocratique. Mais en comparaison, l'opposant Ousmane Sonko, président du PASTEF, avec peu de notoriété au départ, avait réussi à recueillir près de 16% des suffrages en février 2019. À ce scrutin, seules 5 candidatures avaient été validées par le Conseil constitutionnel sur les 27 soumises à son examen.
Au Gabon, le Premier ministre de transition Raymond Dongsima a annoncé la tenue d'un dialogue inclusif, des assises qui pourraient se tenir entre avril et juin 2024, annonce faite près d'un mois après le coup d'État contre Ali Bongo Ondimba. Et selon le Premier ministre, ce dialogue aboutira à la mise en place d'une assemblée constituante qui aura pour mission de rédiger la future constitution. Aïcha Moyouzam. Au Gabon, les autorités de la transition multiplient les initiatives pour la construction d'une nation stable et prospère. À la faveur d'une conférence de presse tenue le 27 septembre 2023 à Libreville, le Premier ministre de la transition gabonaise, Raymond Dongsima, a annoncé la tenue d'un dialogue inclusif pour discuter d'une feuille de route qui déterminera par ailleurs la durée de la transition militaire. Lors de la rencontre, le chef de gouvernement a annoncé le lancement d'un appel à contribution auprès de toutes les catégories de la population gabonaise qui disposent d'un délai fixé entre 45 et 60 jours. Ces contributions permettront d'aboutir à une synthèse utilisée comme fondement du dialogue national. Je vais lancer l'appel à contribution. Lundi, mardi ou mercredi au plus tard. Ce sera fait. Ce sera fait par voie de presse, ce sera fait par tous les moyens. On va indiquer clairement ce qu'on attend et indiquer le lieu où vous allez déposer, où les gens vont déposer. D'après le Premier ministre, les contributions permettront de mettre un terme aux adaptations de convenance des règles à des schémas subjectifs afin que toutes les voix soient entendues et utilisées pour participer au développement du pays. Ce que je vais demander, c'est une contribution écrite en deux parties. D'abord, votre diagnostic. Quelle est votre appréciation de la situation? Qu'est-ce que vous critiquez ou bien qu'est-ce que vous acceptez? Et ensuite, quelles sont vos propositions de solutions? Une restitution de l'ensemble des contributions aura lieu en janvier 2024. Après prise en compte des dernières observations, le document sera adopté fin février 2024. Le grand débat national, qui devrait se tenir entre avril et juin 2024, sera l'occasion de discuter des conclusions de l'appel à contribution et de proposer des solutions concrètes aux problèmes du pays. Le 30 août 2023, l'armée a renversé le président Ali Bongo au pouvoir depuis sa première élection en 2009, quelques instants après qu'il ait été réélu au terme d'une élection jugée frauduleuse par les militaires et l'opposition. Le Cameroun reste aux prises avec les répercussions des incursions du groupe Boko Haram. La région de l'extrême nord est secouée depuis 2013 par le conflit dû au groupe terroriste dont l'origine et l'épicentre sont le nord-est du Nigeria. Le renforcement des opérations destinées à lutter contre la menace est donc nécessaire. Nous nous sommes justement interrogés sur la stratégie des autorités camerounaises et leurs partenaires régionaux. C'est un sujet de Philomène Tine. Le Cameroun, tout comme les autres pays membres de la Commission du bassin du lac Tchad, reste pleinement engagé dans la lutte contre Boko Haram. À cet effet, un plan sécuritaire visant à renforcer la coordination et la coopération entre les forces de sécurité des pays concernés a été adopté. Malgré les progrès réalisés, il est important de continuer à renforcer la coopération régionale afin de parvenir à une éradication complète de cette menace et de permettre le retour à la paix durable dans la région, indique le gouvernement camerounais. Les violences de Boko Haram au Cameroun ayant déclenché une crise humanitaire majeure ont forcé plus de 322 000 personnes à quitter leur foyer depuis 2014, selon les Nations Unies. Sur le plan sécuritaire, la lutte contre Boko Haram se poursuit activement. De concert avec les pays membres de la force multinationale mixte de la Commission du bassin du lac Tchad. Les résultats de ces efforts sont déjà observables sur le terrain, même si des efforts supplémentaires devraient être consentis. Quant à la situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, elle s'est considérablement améliorée entre reconstruction des régions anglophones, dialogue, mise en œuvre d'un système de démobilisation, de désarmement et de réinsertion des ex-combattants de la crise anglophone. Après 6 années de troubles et de violences liées aux tensions sociopolitiques et à la montée du séparatisme, il y a de bons signes en raison des efforts du gouvernement camerounais pour restaurer l'ordre et assurer la sécurité des citoyens. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, en particulier, la paix et la stabilité reviennent progressivement grâce aux actions diligentes
du gouvernement et suite aux recommandations du Grand Dialogue national, et ce, en dépit des cas épisodiques de violence ou de prise d'otages avec demande de rançon orchestrée par les séparatistes. Au Cameroun, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires a annoncé le retour de plus de 419 000 personnes ayant fui les deux régions en raison du conflit. Toutefois, pour la construction d'une paix durable, le gouvernement camerounais maintient sa main tendue à ceux qui ont pris les armes et les appelle à les déposer. Place maintenant à notre page des sports. Pour en parler, José Douglas, journaliste au service des sports d'Africa 24, est avec nous. Bonjour José. Bonjour Zara. Bonjour. Alors on commence par du football avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football, mais aussi l'organisation de la CAN 2025-2027. Mais tout d'abord, José, un point sur les éliminatoires du mondial de football Zone Afrique. Oui, alors nous allons commencer, si vous le voulez bien, Zara, avec les éliminatoires de la CAN féminine, sans les Lions innotables du Cameroun, éliminés par les R&B Starlets du Kenya au tir au but. Et les Lions ne verront pas le Maroc. De belles affiches pour le deuxième tour, en aller-retour. Et parmi les rencontres que nous suivons particulièrement, regardez sur ce tableau, Burkina Faso contre l'Afrique du Sud. Il y aura aussi un certain Sénégal-Égypte, ou bien Mali-Guinée. D'autres matchs que nous avons sélectionnés comme Guinée équatoriale RDC, ou encore sur ce troisième tableau, la Tunisie contre le Congo. L'organisation maintenant de la CAN 2025-2027, si celle de 2023 sera organisée par la Côte d'Ivoire, de 2025, la CAF a attribué l'organisation au Maroc et celle de l'édition 2027 à 3 pays de l'Est, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. 3 pays séparés par le lac Victoria, plus grand lac de l'Afrique et 3e dans le monde. Et enfin, toujours en football, Zara, qualification pour le mondial de football 2026, 23e édition, intitulée United 2026, aura lieu dans 3 pays, les États-Unis, le Canada et le Mexique. Les compétitions commencent le 13 novembre pour notre continent. 9 équipes africaines participeront à la phase finale de ce mondial. C'est une nouveauté et les qualifications africaines se joueront en 2 tours. Premier tour, le 13 jusqu'au 21 novembre 2023. Donc, ce sera la première et la deuxième journée, Zara. Calendrier très chargé. Alors, dans l'actualité également, José Douglas, le tournoi international de football de la Coupe d'Afrique de la jeunesse, mais aussi la Coupe du monde de rugby. Exactement. Praia Cabo Verde de l'Estadio Nacional avait accueilli la première édition en 2019 au Cap-Vert. Rendez-vous du 20 au 30 octobre pour ce rassemblement de la jeunesse de plusieurs pays au Cap-Vert pour ce grand tournoi justement. Alors Maria Luzia, directrice du tournoi, nous parle de cette deuxième édition et des moyens de transport à l'intérieur de l'île pour les jeunes joueuses et joueurs. On essaie de ramener le tournoi à plusieurs communautés à l'intérieur de Cap-Vert, de Santiago, de façon à faire vivre toute cette festa de sportifs à toute la communauté. Déplacés en car surtout. Concernant Praia par exemple, c'est parce que la majorité, l'hébergement c'est sur la capitale, Praia. De quelque façon, pour aller d'un stade à l'autre, il faut le car. On aura des cars pour transporter. Et du rugby, Zara, comme vous l'avez annoncé, avec les mondiaux pour la Namibie qui a joué 4 matchs, 4 défaites, donc aucune chance et aucun espoir d'aller très loin, l'Afrique du Sud, a fait un faux pas devant l'Irlande, 13-8, mais garde tout espoir. Prochain match, ce 1er octobre, contre les îles Tonga pour l'Afrique du Sud. Au classement du groupe A, la Namibie est à la dernière place avec 0 points. Et pour le groupe B, l'Irlande est à la première place avec 14 points. Mais deuxième, l'Afrique du Sud avec 10 points. Donc l'Afrique du Sud est toujours dans la course, si j'ai bien compris. Eh bien, exactement. Parfait. Alors on termine par du volley de plage ou du beach soccer, comme vous préférez en anglais, José Douglas, et du golf également avec la 33e édition du Lacoste Ladies Open de France qui se poursuit à Deauville en France jusqu'à demain samedi. Exactement, hein, tout à fait. Vous avez tout dit, jusqu'à demain samedi, remportant 2022. C'est la
Lacoste Ladies par la Marocaine Inès Laclalèche, présente cette année de l'expérimentée sud-africaine Lee-Anne Pace, vainqueur de la saison du Lady European Tour en 2010 et 11 fois vainqueur de ce circuit, avec d'autres joueuses africaines donc, qui sont sur place. Il y aura 350 000 € à se partager entre les golfeuses. Et puis du beach volley, rappelons que la ville de Bangui, en Centrafrique, a accueilli la phase zonale 4 femmes et hommes en juillet dernier, et qualificatif pour les JO de Paris jusqu'au 1er octobre. Eh bien, c'est Paris qui accueille le Beach Pro Tour à Roland-Garros, c'est le mythique cours Philippe Chatrier. Si le Maroc se qualifie pour les JO, il aurait pu compter sur un joueur franco-marocain, Youssef Krou, qui nous explique pourquoi a-t-il choisi de porter les couleurs de la France. Je m'appelle Youssef Krou, j'ai 34 ans, né à Agadir, vécu en France, à Madagascar, revenu en France et j'ai commencé le beach volley autour de mes 24 ans, donc ça va faire une dizaine d'années. J'ai quitté le Maroc, j'étais un bébé, j'avais 6 mois. On m'a proposé à l'époque de jouer avec le Maroc, j'étais pas... malheureusement, j'ai pas vraiment eu la chance d'avoir mes racines côté paternel, parce que mon papa est décédé très tôt. Donc je suis plutôt resté du côté de ma maman, qui était française d'origine. Pour plus d'informations sportives sur nos antennes, je vous propose d'aller sur le www.africa24sport.com. Bon week-end sportif surtout et bon jogging à vous, Zara. Merci José, merci pour cet éclairage sur l'actualité sportive. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.